Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme j'avais pu vous le dire dans la dernière vidéo, je voulais revenir avec un update lecture, puisque le dernier que vous avez vu sur la chaîne date du mois de février. Et qu'entre temps en mars, avril et mai, j'ai quand même eu des lectures et je voulais vous updater un petit peu tout ça. Donc ça va être un bilan lecture assez long, sûrement, assez conséquent, parce que je crois que j'ai 10-11 livres à vous présenter sur les 3 mois. Après je vais essayer d'aller relativement vite puisque je crois qu'il y a beaucoup de fins de saga ou de deuxième ou troisième tome, enfin de tome de série. Du coup j'irai assez vite dessus puisque je vais pas vous spoiler le livre et en même temps ce sera pas un update lecture du tome 1 de la saga. Et du coup on va essayer d'aller vite et de commencer tout de suite. Donc pour le mois de mars j'avais lu 3 livres donc que je regarde. Un premier tome de saga, une suite de saga et une fin de saga. Donc comme ça on a à peu près tout en termes de saga. Et le premier livre que j'avais lu au mois de mars c'est The Deal, le tome 1 de la saga Off Campus de L.K. Denny, publié aux éditions Hugo et ici dans le format poche. Donc dans cette saga qui est en 4 tomes, après là je crois qu'il y a un nouveau tome qui est arrivé genre quelques années plus tard il me semble. En fait, chaque tome est égal à un membre de l'équipe de hockey de l'université et est égal à la romance qu'il va vivre avec une jeune femme. Donc dans celui-ci, on va suivre Garrett qui est la star de l'équipe de hockey et malgré ses prouesses en sport, il a un petit peu plus de difficultés dans les cours et du coup, il va demander l'aide d'Anna qui est une jeune fille assez discrète et super douée et il va lui demander si elle peut lui donner des cours et elle va pas lui donner que des cours, on va dire. Une romance entre les deux vanettes, je pense que vous avez compris le délire. Et du coup c'est une saga dont j'avais énormément entendu parler il y a quelques années maintenant, parce qu'elle commence à se faire vieille comme saga on va dire. Et j'en avais entendu parler avec énormément d'enthousiasme, de bien. Et je vous avoue que j'ai été un petit peu déçue. J'ai été déçue tout simplement parce que, alors je sais pas si c'est la plume de base ou la traduction, mais j'ai trouvé ça assez mal écrit, je vais pas vous le cacher. Après moi je suis pas très fan des romances où il y a beaucoup d'humour dans les dialogues, où les gens essaient d'être sarcastiques, ce genre de choses, ou juste drôle. Je trouve que parfois la plume le retranscrit pas et du coup moi je suis juste gênée devant ma lecture parce que je suis là, je rigole pas. Après c'est aussi que moi je suis pas public de ce genre d'humour, notamment dans les romances. Je ne savais pas que c'était le cas dans celui-ci, donc j'ai moyennement aimé à ce niveau-là. Après la relation elle est plutôt sympa. L'ambiance et tout avec les différents joueurs de l'équipe de hockey c'est assez cool, les différents personnages aussi. Mais la plume m'a quand même pas mal rebuté. Après je l'ai lu en 24 heures je pense. Donc ça se lit extrêmement vite, c'est addictif. Et puis leur histoire d'amour est quand même sympa. Mais vraiment la plume j'ai pas trop apprécié. J'ai les 3 autres tomes dans ma palle. Je lirai quand même la suite même si on m'a dit que le 1 était le meilleur. Mais je vous avoue que je pense pas que ce sera la saga du siècle pour moi. Le deuxième livre que j'ai lu au mois de mars, c'est le tome 4 de Percy Jackson. Donc celui-ci c'est La bataille du labyrinthe de Rick Riordan et c'est publié chez Albin Michel Jeunesse. Dans ce tome 4 on retrouve Percy Jackson et ses acolytes. J'ai pas développé davantage, surtout qu'il y a le tome 5 dans la suite de l'update lecture. Mais je crois que ce tome-ci est un de mes préférés de la saga. On sent que les personnages gagnent en maturité, c'est super intéressant. Et le coup, la bataille du labyrinthe, donc une grande partie du livre se passe dans le labyrinthe et j'ai trouvé ça assez génial, très ingénieux. J'ai beaucoup aimé ce labyrinthe qui réserve pas mal de surprises et aux personnages et aux lecteurs. Et j'ai beaucoup aimé ce décor, cet outil, je sais pas trop comment l'appeler. Mais j'ai trouvé ça ultra intéressant, que ce soit dans la quête des personnages mais aussi dans la quête d'eux-mêmes puisqu'ils grandissent quand même et ils sont aussi en quête d'eux-mêmes et ce labyrinthe remet pas mal les choses en question de pas mal de points de vue et j'ai trouvé le décor super intéressant. Ce tome 4 en fait, c'est débile à dire mais c'est vraiment le tome qui amène le tome 5 qui est le final de la saga et je l'ai trouvé vraiment prodigieux, je me suis vraiment éclatée. Le dernier livre que j'ai lu au mois de mars c'est Le journal de Mia ou Journal d'une princesse à l'époque de Maître Cabot. C'est le tome 11, c'est publié chez Hachette, je vous l'ai pas dit. C'est le tome 11, donc c'est le dernier tome, c'est une relecture évidemment, vous connaissez mon amour pour cette saga. Et c'est la fin de ma relecture que j'avais entamée l'année dernière, je crois, je l'avais entamée il y a à peu près 1 an. Et du coup il me restait le tome 11 à lire et j'en ai profité au mois de mars. Je savais pas trop quoi lire et tout. J'avais envie d'une lecture doudou réconfort et je me suis dit mais pourquoi ne pas finir ma relecture qui attend depuis quelques mois, parce que je crois que le tome 10 j'avais dû le lire en octobre ou novembre donc j'en avais pas relu en 2022 et du coup juste relecture top. Ce qui est bien c'est que c'était
que ma deuxième lecture, donc contrairement au reste de la saga que j'avais lu 1 milliard de fois, celui-ci je l'avais un petit peu moins en tête, même si j'avais certains passages, mais du coup il y avait pas mal de choses que j'avais oubliées, et c'était trop cool de retrouver Mia, de retrouver Michael, de retrouver tous les autres. Franchement, une de mes sagas chouchou. Je sais pas si je la relirai un jour, parce que là j'en ai fait quand même plus pas mal des relectures, mais trop contente d'avoir fini cette relecture, toujours aussi fan de la saga, toujours aussi fan de Mia et de Michael, et j'aimerais trop que ce soit adapté en série, parce qu'on a eu des films dans les années 2000 avec Anna Hathaway, mais qui suivent pas vraiment le livre. En tout cas, le 1 suit à peu près, et encore, mais le 2 c'est une adaptation totalement libre. Mais je vois trop ce format en série, et j'aimerais énormément, parce que franchement, petite saga chouchou. On passe au mois d'avril, et qu'est sorti au mois d'avril le tome 2 d'une saga iconique que j'attendais avec impatience chez Pocket Jeunesse. C'est le tome 2 de La Carte des Confins de Marie Replin. Trop contente. Déjà merci à la maison d'édition de me l'avoir envoyé, parce que j'avais été contactée l'année dernière pour recevoir le tome 1, j'avais reçu une box avec pas mal de petits objets qui étaient trop cool, et je n'avais eu aucun contact pour le tome 2, donc je ne pensais pas le recevoir. Je pensais honnêtement le jour de sa sortie l'acheter au boulot, et je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres, et du coup j'étais la personne la plus heureuse du monde, parce que je ne savais pas du tout, j'étais restée sur les listes pour recevoir ce tome 2. Évidemment, je l'ai dévoré dans la foulée et je me suis éclatée. Pour vous faire un rapide résumé du tome 1, on suit deux personnages. On va suivre d'un côté Blake, qui est le capitaine du bateau pirate l'Avalon, et d'un autre côté Kali, qui est une receleuse voleuse professionnelle, notamment d'objets magiques. Et en fait, Blake est à la recherche d'un objet magique que Kali va pouvoir lui vendre, et en fait lors de la vente se passe un événement particulier qui fait qu'ils vont devoir se supporter un petit peu plus longtemps, parce que les deux doivent fuir, et Kali va se retrouver sur le bateau de Blake sur l'Avalon. Et entre quêtes, aventures et naturellement histoire d'amour, il va se passer pas mal de choses, et franchement que du bonheur. Ce tome 2, je crois que je l'ai préféré au tome 1. Je trouve que l'écriture de Marie s'est d'autant plus enrichie. On se détache un petit peu de la romance. Alors clairement, la romance reste le sujet numéro 1. C'est pas un livre d'aventure et de pirate avec un soupçon de romance. C'est un livre de romance pour moi dans un univers d'aventure et de piraterie. Mais je trouve que la romance est quand même un peu moins présente, même si elle reste le sujet principal dans ce tome 2. Je trouve qu'on est beaucoup plus dans la quête, dans l'aventure, dans les secrets et dans la magie aussi, et j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai notamment énormément adoré la première moitié, pas que j'ai pas aimé la deuxième, mais la première moitié du livre. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça, je m'attendais vraiment pas au choix que Marie a fait, et pour autant j'ai été très impressionnée, j'ai adoré les choix qui ont été faits clairement. Et du coup je suis trop contente. Les rebondissements sont top, le final également. Super bon livre, très bon univers, on sent des inspirations. Mais je pense que Marie s'en cache pas. Typiquement, ayant lu juste avant le tome 4 de Percy Jackson, on sent qu'elle adore cette saga, Marie, mais pour autant c'est un bel hommage en même temps. J'ai vraiment kiffé, le final est ouf. Franchement bravo à toi Marie si tu passes par là, parce que ton tome 2 est encore meilleur que le tome 1, sachant que le tome 1 c'était un coup de cœur. Autant vous dire que le tome 2, je l'aime beaucoup. Le deuxième livre que j'ai lu au mois d'avril, je ne l'ai plus depuis quelques jours. Je vais vous le mettre un des deux côtés, je ne sais pas encore, je veux pas de référence aujourd'hui. C'est Les Saisons de la Tempête de... Ce sera marqué sur la couverture parce que j'ai vraiment totalement oublié le nom de l'autrice, et c'est publié chez De Saxus, c'est un tome 1. Et en fait dans ce livre, les saisons sont personnifiées, et en fait à chaque fin de saison, la saison qui arrive doit chasser la saison qui doit partir. Typiquement le printemps chasse l'hiver, l'été chasse le printemps. Je pense que vous avez compris le principe, et ce dans différentes régions du monde. Ensuite Jack qui est un hiver et qui doit être tué par Fleur qui est une printemps, sauf que Jack tombe amoureux de Fleur, enfin est amoureux d'elle en fait depuis assez longtemps. Et pour vivre cette histoire d'amour, il aimerait sortir de ce cercle vicieux dans lequel ils sont enrôlés en incarnant des saisons. Et ils vont essayer de trouver une solution pour se dépatouiller de tout ça, et par la même occasion vivre leur histoire d'amour. C'est un tome 1. Honnêtement, je vous le dis tout de suite, je trouve que c'est un livre qui pourrait se suffire à lui-même, parce qu'effectivement il y a une ouverture à la fin du tome 1 qui nous indique ce qui va se passer, je pense, dans le tome 2, mais honnêtement je n'ai pas assez apprécié ma lecture.
pour être intéressée par la suite. La preuve, je ne l'ai plus en ma possession, c'est parce que je l'ai donné tout simplement. C'est pas une mauvaise lecture, mais je m'attendais à beaucoup plus et du coup j'ai été un petit peu déçue. Alors déjà je tiens à dire la couverture est magnifique. Déjà je tiens à dire, et je l'ai pas dit pour la carte des confins tout à l'heure, mais c'est 2 livres que j'ai lus d'affilée et il y a quand même pas mal de coquilles dedans. Donc ça je tiens à le signaler, donc c'est des livres qui ont été faits par des maisons d'édition, enfin qui ont été édités par des maisons d'édition, donc il y a de la correction qui a été faite dessus et je trouve qu'il restait pas mal de coquilles. Donc je trouve ça un peu dommage. Après, les correcteurs et les correctrices sont des êtres humains. Il y a toujours des coquilles. Enfin, je sais pas s'il existe un livre sans une coquille. Mais pour le coup, sur ces deux-là, il y en avait quand même plusieurs. Bref, je retourne à mes moutons. Donc, les saisons de la tempête. Pourquoi j'ai moyennement aimé alors déjà, le surplus de romance. Je m'attendais pas à autant de romance. On se doute que Jack et Fleur, il y a une romance qui va se faire entre les deux personnages, mais il y en a d'autres autour et je trouve qu'il y en a trop, en tout cas que c'est trop présent et trop facile entre les différents personnages en fait. Enfin je trouve ça, ouais, je trouve le schéma assez simple et c'est un peu dommage parce que l'univers construit est vraiment top. Enfin le fait de personnifier des saisons et qu'elles doivent se chasser entre elles, je trouve le principe hyper intéressant et c'est vraiment ça qui m'avait hypé. Mais je trouve que la romance prend trop le pas sur l'univers et du coup ça m'a un petit peu déçue. Et autre chose qui m'a un peu déçue, c'est le rythme. Parce que je trouve que l'autrice prenait énormément son temps sur certaines scènes qui auraient mérité d'être potentiellement plus courtes. Et sur des moments un peu clés, on les passait en une ligne, une page ou un saut de chapitre. Et en fait ça s'est passé entre les deux chapitres. Et c'est un petit peu dommage. Je sais pas si c'était par facilité, pour éviter en fait d'écrire les rouages, comment se met en place le plan pour sortir, de ce cercle vicieux. Mais du coup, le rythme m'a un petit peu perturbée parce que ouais, il y a des moments qui étaient trop développés à mon sens et des moments qui l'étaient pas du tout et qui auraient dû l'être. Et du coup, ça m'a un petit peu gênée. J'ai mis longtemps en plus à lire ce livre parce que le rythme me donnait pas envie de découvrir la suite et puis je me suis pas réellement attachée au personnage. Donc c'était une lecture un petit peu laborieuse pour moi. Pour autant, j'ai pas détesté le livre, juste il m'a fait ni chaud ni froid. Je m'attendais vraiment à ce qu'il me fasse plus d'effet que ça et j'ai été juste assez hermétique, on va dire, à ma lecture. Donc ce sont des choses qui arrivent et puis voilà. Troisième lecture du mois d'avril, le dernier tome de Percy Jackson, toujours de Rick Riordan et toujours publié chez Albin Michel. Celui-ci est clairement dans un moins bon état. Clairement, s'il se plie comme ça, vous vous doutez de l'état de son dos. Je sais pas si vous allez... Ouais, si là, en plus avec l'anneau lumineux, on voit bien comment il est cassé. Mais je l'ai eu d'occasion, donc c'est pas très grave. Fin de ce cycle de Percy Jackson. Fin assez extraordinaire, je m'y attendais pas. Donc, le dernier Olympia, ça s'appelle. Et franchement, fin hyper cool. Déjà, ils ont vachement grandi encore une fois. Donc là, ils ont à peu près 15-16 ans. Donc forcément, les thématiques et la maturité des personnages n'est pas du tout la même que dans le premier tome. Et j'ai trouvé hyper intéressant parce qu'on se doute qu'il y a comme une bataille finale, clairement. Et en fait, je m'attendais, comme beaucoup de livres, à ce que la bataille fasse les 30 dernières pages, 50 à la limite. Et en fait, la bataille a fait les 2 tiers du bouquin. Et je trouve ça assez ouf comment Rick Riordan a réussi à tenir en haleine une scène aussi longue qui se passe au final assez peu de temps. Et en fait, quasiment tout le livre est concentré là-dessus. Et en fait, il y a énormément d'enjeux à travers cette bataille. Et j'ai trouvé ça fou de réussir à nous tenir en haleine alors qu'en soi, c'est un moment. Mais franchement, il a très bien réussi son coup. Toujours un plaisir de retrouver les personnages, surtout que là c'était la fin. Et du coup, je suis ultra heureuse d'avoir découvert cette saga. Franchement, trop contente. Merci pour les recommandations de tous. Et je pense pas que je lirai les Héros de l'Olympe. En tout cas pas tout de suite parce que pour l'instant, moi cette saga se suffit à elle-même pour moi. Donc on verra si plus tard je suis curieuse de lire les Héros de l'Olympe. Mais pour l'instant j'ai lu Percy Jackson et j'ai adoré. Dernier livre que j'ai lu au mois d'avril, c'est un manga. Et oui, j'en lis tellement peu. Mais ça s'appelle Une si belle couleur de Keiko Iwashita et c'est publié chez Pika. C'est un tome 1 d'une duologie. J'ai le tome 2 que j'ai pas encore lu. Et en fait, au boulot, on les a reçus et j'ai été attirée par
par la couverture que je trouve très très belle. On va suivre l'histoire de ces deux personnages. Elle qui se fait harceler par ses camarades de classe et qui est très douée en art, et lui qui est le nouveau du lycée qui a l'intérêt particulier de toutes les demoiselles parce qu'il a un charisme assez impressionnant. Et en fait, au lieu de parler à toutes ces filles qui l'idolâtrent, il s'intéresse à notre héroïne et bah, ils vont apprendre à se connaître et potentiellement, et puis même vraisemblablement, une histoire d'amour va naître entre les deux. C'est très très choupi, je vais vous montrer juste quelques dessins, mais je les trouve très très beaux. Je trouve vraiment les dessins assez beaux. J'ai souvent du mal avec les dessins de manga parce que quitte à ce qu'il y ait des dessins, je préfère la BD avec de la couleur et encore pas toutes les BD, très BD jeunesse. Mais du coup, j'étais assez prise dans cette histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Les dessins sont très beaux, l'histoire est très choupie. Après, dans les mangas, ça se passe très très vite. Il n'y a que les dialogues et tout. Donc moi, quand j'aime bien les descriptions, bah forcément, il me manque un peu quelque chose à mon sens. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de manga. J'ai le tome 2 à lire dans ma palle. J'ai trop hâte de le lire. Mais je me suis vraiment éclatée avec ce premier tome que j'ai vraiment trouvé très doux, très bien construit, des très beaux dessins, notamment quand elle peint ses tableaux ils sont magnifiques. Bon, je vous ai pas retrouvé ces tableaux, mais je vous ai trouvé un petit chat tout mignon et tout sale, et voilà. Donc vraiment très beau dessin. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé, il me tarde de lire le tome 2, et en plus, c'est ça que j'aime bien dans ce manga, c'est qu'il est court, enfin il est qu'en 2 tomes, et moi les sagas de manga à la One Piece où il y a 100 tomes, même plus, et qui sont toujours pas finis, c'est pas fait pour moi. Et on va parler de mes lectures du mois de mai, et en premier on va commencer par, de ce côté-là ou de ce côté-là, Apocalypso qui est le tome 2 d'Atypicalypso, la saga de Megara Nolan, publiée chez Faraway Edition, qui est en fait sa propre maison d'édition, donc c'est de l'auto-édition quand même. Vous connaissez mon amour pour le tome 1 d'Atypicalypso, et attendez-vous à ce que je clame mon amour pour le tome 2 Apocalypso dans cette vidéo. Atypicalypso c'est quoi? C'est une série space opéra. On va suivre Calypso qui est une voleuse professionnelle, et c'est une voleuse un petit peu particulière vu qu'elle signe tous ses vols parce que en même temps ils sont tellement énormes et elle le fait tellement bien qu'elle a envie que les gens sachent qu'elle fait bien ses vols. Vous voyez, enfin quand même. Quand vous faites bien quelque chose, vous voulez que les gens vous admirent, et bah c'est le cas de Calypso avec ses vols. Sauf qu'un jour, elle vole un trésor pour une certaine communauté d'une certaine planète. Je dis certaine parce que je vous avoue que j'ai plus trop les noms. C'est très problématique comme vol, encore plus que tous les autres, vu que c'est un trésor national, on va dire, en quelque sorte. Et du coup, les autorités vont se mettre à sa poursuite pour essayer de la trouver. Et ils vont pas vraiment lui infliger la peine qu'elle mérite, puisqu'en fait, dans l'autorité, on va dire, il y a 2 groupes dans l'autorité, et en fait, un des 2 groupes cache des secrets à l'autre. Calypso va être retrouvée par les autorités, pas celles qui ont des secrets, les autres. Elle va être retrouvée par une escouade qui est menée par le capitaine H, plutôt séduisant, et au lieu de la torturer, de la guillotiner, ou je ne sais quelle peine aussi atroce, ils vont collaborer avec Calypso pour découvrir les secrets normalement de leurs collègues, mais peut-être de leurs ennemis. Et donc les capacités de Calypso en tant que pilote, en tant que voleuse, etc. vont leur être d'une plus grande aide. Calypso va subir un peu ce sort-là, parce que c'est un peu ça, ou la prison ou la mort, donc c'est la solution la plus simple pour sa survie, mais pas pour ses nerfs, parce que clairement, supporter l'escouade menée par H, Calypso, elle va pas trop apprécier. Et en même temps, est-ce qu'elle se ferait pas des amis, voire une petite romance? Mais après, ça va quand même la mettre dans la mouise, parce que clairement, les aventures qui l'attendent vont pas être de tout repos. Donc ça, c'est un petit peu le pitch du tome 1, et le tome 2, c'est la suite logique du tome 1, et autant vous dire, j'avais très hâte. C'était le livre le plus attendu pour moi de l'année, et je me suis régalée à un point. Megara nous a emmenés là où je ne pensais absolument pas qu'elle nous emmènerait. Ce tome 2 est absolument oufissime. C'est le problème avec les livres de Megara. J'ai commencé par 6 pieds sous terre, énorme coup de cœur. Après, j'ai lu La Selkie, énorme coup de cœur. Saga numéro 1 dans mon cœur avec les chroniques lunaires. J'ai continué Atypicalypso, et cette saga, elle est autant oufissime que les 2 premières. C'est un truc de fou ce qu'a nous créé Megara à chaque fois. C'est des univers absolument dinguissimes, hyper recherchés. Les décors sont ouf, les personnages sont géniaux, ils sont super attachants et en même temps ultra énervants pour certains.
Les relations qu'elle arrive à créer entre les personnages sont juste oufissimes. Et franchement, c'est un bonheur à chaque fois de lire un livre de Megara. Et là encore, elle m'a emmenée au-delà de ce que je pensais qu'elle m'emmènerait. Le final, bien qu'attendu un petit peu, est absolument grandiose. Et j'ai été subjuguée par ma lecture, tout simplement. De toute façon, ouais, comme je vous le disais, c'est à peu près le sentiment que je ressens à chaque lecture des livres de Megara. C'est celui qui m'a le plus étonnée, je pense, même si les autres sont quand même étonnants, ils sont absolument pas prévisibles, mais celui-ci, vraiment, c'est l'un des plus poussés qu'elle a écrit à mon sens. Et un pur régal de le découvrir. J'ai précommandé via la campagne Ulule le hardback. J'ai ultra hâte d'avoir ce bébé dans ma bibliothèque, mais franchement je me suis régalée comme pas possible. Megara est depuis quelques mois maintenant mon autrice préférée, c'est clair, net et précis. Et Apocalypso confirme cette affirmation. Deuxième livre que j'ai lu au mois de mai, et là on change totalement de registre, puisqu'on passe dans Space Opera à un contemporain, et j'ai lu Avant minuit, c'est de Julie Murphy, c'est publié chez Hachette dans leur collection Heroes. Et en fait, Avant minuit, comme on peut un peu éventuellement le voir à la couverture, c'est une réécriture de Cendrillon version moderne. Un mélange entre Cendrillon et le Bachelor, version body positive. Puisqu'on va suivre Cindy, une jeune femme vient de finir ses études de stylisme, notamment spécialisée dans les paires de chaussures. Sa belle-mère est la productrice d'une émission équivalente au Bachelor. Et il lui manque des candidates vu qu'il y a eu des désistements de dernière minute ou des petits problèmes dans la programmation. Et du coup il leur manque des candidates et ses demi-sœurs et elles vont participer à cette édition du Bachelor pour séduire le célibataire de cette saison. Et du coup on va suivre Cindy dans son aventure dans cette émission et on va voir si elle va conquérir le cœur de notre célibataire. Et franchement j'ai adoré. J'avais déjà lu un premier livre de Julie Murphy qui s'appelle Dumpling que j'avais pas trop aimé. Je préfère son adaptation sur Netflix. D'ailleurs j'aimerais beaucoup que celui-ci soit adapté. Et celui-ci j'ai beaucoup aimé, très vibe estivale. Donc moi je l'ai lu au mois de mai, donc il faisait chaud et tout, c'était trop bien. Et vraiment je me suis régalée. C'est pas l'écriture du siècle, mais elle m'a vraiment embarquée. Cindy est très attachante, le célibataire également. Et du coup j'ai beaucoup aimé l'aspect body positif de ce livre, puisque notre héroïne Cindy est grosse. Et pour autant bah, c'est pas un problème non plus tant que ça. Enfin elle s'assume totalement. Elle a de l'entourage, elle a des amis, enfin elle est pas du tout isolée comme certains livres peuvent le faire penser. Vraiment elle assume totalement et de toute manière on a tous un corps et le mieux c'est de l'assumer pour s'en sentir bien. Et franchement j'aime énormément comment le message passe et c'est super intéressant, ça fait du bien. Moi je suis un peu plus vieille que le public cible, mais je trouve que pour les ados qui lisent ce livre, bah franchement ça, le message qui fait passer c'est bah on a un corps, on l'accepte, on le chérit au mieux et c'est ce qu'il y a de mieux. Et franchement c'est vraiment le message que passe ce livre. Et en plus de ça, avec la romance, les décors très télé-réalité, Bachelor et tout, franchement je me suis bien éclatée avec ce livre et je suis ultra contente de l'avoir lu. J'ai bientôt fini, il reste 2 livres à vous présenter. Et premièrement une suite de saga, c'est le tome 2 de la BD Elle. Donc ici c'est Universel, c'est écrit par Kit Toussaint et illustré par Aveline Stockard. C'est l'inverse. Mais enfin j'ai dit les bonnes choses mais c'est pas écrit où j'ai montré. Et c'est publié aux éditions du Lombard. L'année dernière j'avais lu le tome 1 où en fait on va suivre Elle, qui est une jeune femme qui arrive dans un nouveau lycée. Et elle a différentes personnalités qui se manifestent par rapport à des différenciations dans sa couleur de cheveux. Tantôt elle a les cheveux roses et c'est la Elle normale. Tantôt elle a les cheveux vert et c'est la Elle timide, je ne sais plus quelle couleur de cheveux et quel sentiment, mais grosso modo voilà. Et du coup ses amis s'inquiètent un petit peu pour elle puisque bah, ces changements d'humeur sont un petit peu troublants pour eux et pour sa famille. Et elle va être en quête de trouver sa vraie maman puisque c'est une adolescente qui a été adoptée. Et du coup ça c'est le pitch du tome 1. Et là on est dans le tome 2 et on va continuer de suivre les aventures de Elle et ses amis. Et j'aime toujours autant le dessin que je trouve magnifique. Je vais essayer de vous montrer une planche sans trop vous spoiler. Par exemple, voici au niveau des dessins, c'est vraiment... Ce que j'aime bien dans cette BD, c'est que les dessins intérieurs reflètent vraiment le dessin de couverture, ce qui n'est pas toujours le cas dans les BD. Et du coup, ça c'est trop cool. Après, j'ai moins aimé l'histoire par rapport au tome 1, parce que ça prend une tournure
qui est surprenant parce que je m'attendais pas à ce que ça se passe ainsi. Et du coup je suis un petit peu perturbée notamment par la fin du tome, à voir ce qu'il peut nous réserver. Donc j'ai eu un peu plus de mal avec l'histoire. Mais par contre il y a une sorte de double narration qui est faite et ça par contre j'ai adoré parce que les planches d'une des deux narrations sont absolument sublissimes et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais dans le fond de l'histoire, je me suis moins attachée au personnage. J'ai aussi moins aimé l'aventure qui se vit en fait tout simplement. Et du coup c'est pas non plus de la déception totale, mais c'est pas ce que j'attendais. J'aurais sûrement aimé autre chose. Mais je vais quand même lire la suite quand elle sortira l'année prochaine parce que c'est une saga de BD que j'aime énormément. Mais c'est pas le coup de cœur attendu. Et enfin le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est le tome 1 de Hadès et Perséphone, A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair, et c'est publié chez Hugo Roman. Déjà on en parle de ces couvertures, ça change tellement des autres livres de romance où nous avons des hommes ou des femmes très dénudés. Celle-ci je la trouve très élégante, très jolie. Et vraiment j'adore. Et en fait c'est une réécriture moderne d'Hadès et Perséphone, version romance plutôt sexy, on va pas se le cacher. Et franchement j'en entendais énormément parler avant sa sortie. Je sentais que c'était... Enfin tout le monde en parlait comme le phénomène qui arrive enfin en France. On a eu beaucoup de com nous, enfin beaucoup de com. Notre pré nous en a énormément parlé au boulot. Et du coup ça m'avait beaucoup intriguée et du coup je l'ai acheté, je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé. C'est pas vraiment mon genre de prédilection, mais j'ai trouvé les décors et l'aspect moderne des décors et des lieux absolument, enfin superbement bien faits. Les personnages sont tous très bien faits, très attachants. Hadès n'a pas l'air dégueulasse à regarder même si je ne le vois pas. Et l'histoire est plutôt sympathique. Alors oui, clairement c'est une romance, mais la première moitié c'est pas que ça. Il y a d'autres thématiques dans la deuxième moitié, mais clairement la romance arrive à partir du milieu et enchaîne, on va dire ça comme ça. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Après là j'ai acheté le tome 2 récemment, je crois que vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, mais je trouve que le tome 1 se suffit à lui-même. Donc à voir ce que peut donner le tome 2. Moi je trouve que le tome 1, alors oui il y a des choses qui peuvent être continuées, mais en soi le tome 1 se suffit à mon sens. Donc à voir ce que peut donner la suite, mais j'ai énormément aimé. Et j'ai beaucoup aimé les décors et certains personnages. J'adore le personnage de Hecate notamment. Un petit truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est le personnage de Perséphone, qui dès le premier chapitre n'a d'yeux que pour Hadès alors qu'elle ne l'a jamais vu et elle ne parle que de lui. C'est un petit peu insupportable sachant que tu n'as jamais vu la personne, mais sinon le reste franchement c'est pas la lecture du siècle, mais j'ai passé un excellent moment de lecture. Ça se lit tout seul, franchement c'est bien écrit, bien traduit et ben moi je me suis éclatée. Et c'est ce que j'attendais de ce livre et du coup je suis trop contente. L'update est terminé, je n'ai absolument plus de voix, je suis assèche, je suis asséchée. Je vais aller boire juste après avoir fait la conclusion de cette vidéo. J'espère que cette update lecture vous a plu. J'ai conscience qu'il est long. J'ai essayé de le réduire au maximum. Là j'ai dû tourner à peu près 35 minutes. Clairement je vais le réduire au max, je vous assure. Mais j'avais envie aussi de vous faire cette update. Enfin, il y avait quand même un trou de 3 mois de lecture non updaté. Et du coup je trouvais ça intéressant, surtout que il y a quand même pas mal de fins de saga. Donc c'est assez, enfin pas mal, de fin et de suite de saga assez intéressantes. Et puis je sors aussi de ma zone de confort en lisant des romances, de la BD et du manga. Donc je trouvais ça assez intéressant quand même de vous parler de mes lectures que j'ai eues pendant ma pause. Et pour l'instant j'ai déjà entamé pas mal de lectures au mois de juin et autant vous dire que c'est plutôt l'éclate, donc ça c'est grave cool. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire quelle a été votre lecture préférée ces derniers mois, et si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos, et sur ce je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.